c'est bon. Ah, il me demande là, je lui ai dit que c'est en cours. Là, on n'est pas encore en ligne. Oui, oui, mais j'ai recommencé en fait parce que... Là, nous sommes en ligne, je pense. Là, nous sommes en ligne. Là. Voilà. Donc, on va attendre que... Nous sommes en ligne déjà. Ah, oui, oui, c'est bon. Bah, ouais. Je pense que tu vas juste... Ah oui, ok, on va faire comme ça. Et sinon, on va attendre que quelques personnes arrivent. Voilà. Et guinéenne. Ah, on me demande là, je vais dire. Bienvenue sur Guinée 224. Alors là, si toi-même tu animes déjà, ça commence bien. Il y a les gens qui arrivent. Alors, on attend un peu encore. Ok. C'est bon. Ouais, là, le soleil est vraiment dans mon visage, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce soleil-là, il est reluisant et met en valeur ta beauté naturelle, sans make-up. C'est beau. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on peut témoigner suffisamment et on peut vérifier que véritablement tu as une beauté africaine qui illumine les rues de Paname. Voilà. Bah, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, on est en direct avec ta fils. Comme on vous l'a annoncé, là, on sait que vous avez vu pas mal de fois le flyer passer, repasser, passer, repasser. Donc, je pense qu'on peut se lancer dès à présent. Je ne vais pas faire le traditionnel guinéen et guinéenne camerounais. Donc, on va commencer par les présentations. Hein. Pardon? Guinéens, Guinéennes, bienvenue. Partagez le direct. Le direct est installé. Ah oui, c'est vrai. Partagez, envoyez aux gens inbox. Le jour de gloire est arrivé, comme diraient les Français, quoi. Voilà. Donc, bonsoir tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Isidore Tameu, a.k.a. ta fils, qu'on ne saurait présenter. Il a tellement d'expérience, tant dans la communication, dans le community management, dans le management des artistes, et il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est d'ailleurs l'occasion de rester branché pour en savoir plus sur lui. Donc, depuis 2010, on n'est pas sans savoir que tu as eu à avoir un parcours assez riche, un parcours tant en tant qu'entrepreneur à partir de 2015, mais bien avant, tu as eu à faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux décrire ton parcours? Quel bilan tu fais de ton parcours aujourd'hui? Alors, disons que mon parcours en tant qu'entrepreneur, en tant que homme de médias, homme de culture, bah, je dirais que quel est mon bilan? Mon bilan, c'est Ne sois pas modeste, hein? Donc, je dirais que il y a de belles choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah. Tu sais, je suis dans ce milieu depuis 2001. Ça fait 19 ans aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé comme artiste, assez perfectionniste, mais je me suis dit, ma véritable place n'était pas au devant de la scène. Je me voyais beaucoup plus dans les backstage, derrière la scène, en train de coacher, en train de diriger, en train de conseiller, tu vois, parce que je me ressens dans l'âme d'un conseiller, un conseiller du peuple, celui-là qui murmure dans les oreilles des chefs d'État, tu vois. C'est pour rire. Mais disons que donc j'ai commencé comme artiste, ensuite je me suis lancé dans le management par passion. Et parce que je me suis dit une chose, c'est que pour construire de belles carrières, il faut des cerveaux bien faits, des visionnaires derrière ces artistes-là. Et toujours en train de conseiller les artistes, je me suis dit, pourquoi pas être celui-là qui participe, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, à l'éclosion de ces artistes-là. Parce que moi, je savais déjà qu'en tant qu'artiste,
ma place n'était pas au devant de la scène. Et parfois, il faut avoir l'humilité de comprendre que être un artiste aujourd'hui, l'artiste est un Dieu vivant, pour moi, ce que je dis souvent. Et l'artiste, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et donc, l'art est sacré. Et donc, on ne rigole pas. Et donc, moi, je savais qu'en tant qu'artiste, je ne pouvais pas forcément donner le meilleur de moi-même pour valoriser ce que j'appelais le métier d'artiste. Et pourtant, je savais exactement ce qu'il fallait faire pour pouvoir atteindre les cimes. Et donc, voilà pourquoi, de 2001, où j'ai commencé, jusqu'en 2020, en passant par la case transitoire de 2010, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont passées, pas mal de belles choses. Et avant de commencer à les citer, je dirais aux jeunes qui voudraient aujourd'hui faire carrière dans la musique ou qui souhaiteraient être manager, que ce sont des métiers assez complexes qui nécessitent beaucoup de passion, qui nécessitent beaucoup de temps, une forte personnalité, une vision incroyable de ce que tu veux faire, mais aussi une liberté de création à nul autre pareil. Je voudrais dire à ces jeunes-là d'avoir le culte de la patience, d'avoir le culte de la patience, le désir et l'envie de bien faire. C'est dire qu'on ne devient pas artiste parce qu'on veut devenir riche ou star à 50 Cent, d'abord parce qu'on aime l'art. Si je suis manager ou producteur aujourd'hui, c'est parce que j'aime ce que je fais. Je suis passionné par les gens. Je suis passionné par la musique. Je suis passionné par la création. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai commencé, pour mon parcours, j'ai commencé en 2010 comme manager. J'ai commencé, les premiers artistes que j'ai managés sont Titi P, Numérica, qui est une superstar au Cameroun, Loco, que j'ai développé en tant que coproducteur et manager. J'ai développé Salatiel, Salatiel qui aujourd'hui est connu à travers le continent africain et bien au-delà. Salatiel qui, à cette époque-là, était membre du groupe d'Atril. Ils étaient vainqueurs du prix Nescafé African Revelation pour le Cameroun et vice-champion d'Afrique. J'étais le manager produit par Chinois Yang à l'époque. J'ai produit et travaillé sur une centaine de projets artistiques, que ce soit des concerts, travailler sur des carrières, organiser des événements, produire des artistes. Et c'était des moments exceptionnels. Donc, si il faut que je cite le CV, c'est assez long. Ah donc, oui, mais, ça, on l'a vu. Hein? Voilà. Et même à chaque fois que j'essaie d'être assez concis, ça ne rajoute rentre beaucoup. pas. Ça ne rentre pas. Mais en fait, ce que je voudrais que les gens puissent retenir de mon parcours, si je fais le bilan, je me répète, oui, mais c'est important de se répéter parce que c'est la mère de l'apprentissage et de la connaissance. Je ne retiens pas le succès que j'ai eu, le succès d'estime ou le succès financier que j'ai eu, mais ce que je retiens, c'est comment est-ce que je pourrais transmettre ce savoir-faire acquis durant des années aux générations futures ou à mes jeunes frères, pour leur dire que si tu veux être ta fils aujourd'hui ou demain, dis-toi que ta fille a commencé il y a 19 ans comme artiste, il y a 10 ans, il s'est lancé dans le management, et c'est 10 ans après ou 8, 9 ans après, avec un travail acharné, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est que ce n'est pas un mensonge si on vous dit que le culte de l'effort et du travail bien fait sont des sources intarissables et importantes pour développer un être humain, développer un projet. C'est important d'être patient, c'est important d'être passionné, c'est important de travailler, c'est important d'aimer les gens. Parce que pour faire de la musique, il faut beaucoup d'amour. De l'amour pour soi, de l'amour pour sa musique et de l'amour pour son public. Pour pouvoir être manager, il faut aimer les gens, aimer le public, aimer son artiste. Parfois, aimer son artiste plus que soi-même. Donc, pour moi, la vérité nourrit l'amour. C'est un conseil qu'on m'a toujours donné et avec lequel j'ai grandi. Et voilà pourquoi j'ai toujours un langage de vérité. Parce que lorsque tu vis dans la vérité et dans l'amour, c'est impossible pour toi de tomber, c'est impossible pour toi de dire, c'est impossible pour toi de te retrouver dans des conditions ou dans des situations inconfortables. Donc, toujours dire la vérité, même si elle fâche,
mais savoir comment dire la vérité au moment opportun. Parce que si tu te construis une carrière dans le mensonge, tu vas aller nulle part ou tu ne vas pas aller loin. Il faut apprendre à se construire dans la vérité et sous la lumière, comme la lumière aujourd'hui est sur ton visage rayonnant. C'est ça la vérité. Tu vois? Oh là là, je vais rougir là. Il faut apprendre à vivre sous le soleil de la vérité. Il faut apprendre à être sincère, correct avec les gens. Là, tu es sûr qu'à chaque fois que tu te couches pour dormir chez toi, tu ne vas pas faire de mauvais rêves que les gens sont en train de te poursuivre. Tu vois? Ouais. Donc, c'est en fait ça. Pour se construire une carrière de manager, pour avoir un bilan aussi étoffé que le mien, que aujourd'hui je reconnais avec beaucoup d'humilité, c'est se dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut aimer les gens, il faut être patient. Donc, mon bilan, c'est un bilan assez flatteur, oui, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est une centaine d'artistes, c'est une centaine d'événements, c'est des dizaines et des dizaines de projets produits, managés, accompagnés. C'est des voyages à travers le monde extraordinaires. C'est des découvertes exceptionnelles. Voilà quoi. Donc, c'est en fait ça. C'est aussi beaucoup de déceptions, beaucoup de frissons, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétudes qu'on arrive à surmonter. Parce qu'on dit toujours, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On apprend. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais eu d'échec. Il n'y a que des leçons à prendre. C'est-à-dire que si tu tombes aujourd'hui, tant que tu respires, ce n'est pas un échec, c'est une leçon que tu as apprise dans ton parcours qui te permet de te forger et de devenir plus fort. C'est très important parce que beaucoup de jeunes qui veulent être managers et qui veulent avoir un parcours étoffé, lorsqu'ils sont face à une situation inconfortable ou problématique, ils s'arrêtent. Que se dit que être manager ou être star, moi, je dis toujours aux jeunes, je ne connais aucune star. Je connais des centaines de stars, mais je ne connais aucune star dans son intimité qui m'a dit un jour que pour réussir, il est entré dans une loge où il a sacrifié quelqu'un. Non. Moi, par exemple, aujourd'hui, à sa fierté que je hausse le torse, je dis, c'est la force du travail, de la foi, de la patience qui m'a permis d'être où je suis. Pourquoi est-ce que je devrais vendre le rêve? Pourquoi est-ce que je devrais être snobard? Être snobard, c'est pour les arrivistes. Le matuvinisme, comme on le dit dans le néologisme, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en eux ou bien qui veulent se faire voir ou qui ne sont pas là parce qu'ils ont de l'amour et de la passion pour les gens. On ne peut pas être dans les milieux du disque, de la musique, si on n'aime pas les gens, si on n'est pas passionné par les gens, si on n'est pas patient. Parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Paris, la plus belle ville du monde, ne s'est pas construite en un jour. Aujourd'hui, on ne construit pas une carrière, on ne construit pas un succès en un jour. On se construit brique sur brique pour faire une montagne. On prend du temps de se forger, de se former, de se créer un réseau, un répertoire. C'est le réseau d'un manager, c'est quoi? C'est que tu appelles, aujourd'hui tu appelles, demain tu appelles un autre animateur, après-demain tu appelles un autre animateur, après-demain on t'appelle sur Guinée 224 et autres. Tous les jours, tu as un contact qui s'ajoute, tu vois? Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à la fin de l'année, quand tu fais le bilan, tu peux te retrouver avec 40, 50 nouveaux contacts fiables et sûrs. Et pour qu'ils puissent demeurer durant des années et grandir avec toi, il faudrait qu'à chaque fois que tu as un échange avec eux, ce soit un échange sérieux, constructif, bénéfique. Tu vois? Oui. Se dit qu'il faut être un solutionneur pour grandir. Donc, le bilan de ta fils, ces dernières années, c'est de dire que je me suis positionné comme un solutionneur. Pour que, à chaque fois que je décroche mon téléphone pour appeler quelqu'un, c'est pour lui proposer une solution à son problème. À chaque fois que quelqu'un doit m'appeler, je dois trouver une solution à son problème. Même si ce n'est pas une solution qui l'arrange à 100%, mais je dois être une partie ou une composante de sa solution. Tu vois? Oui. Et donc, pour grandir, mon bilan, c'était que à quoi est-ce que je dois servir? En quoi est-ce que je dois servir les autres avant de me servir? Parce que on dit toujours que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, pour être un grand, il faut être celui-là qui donne. Qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes de l'argent, tu donnes de l'espoir, tu donnes de la connaissance, tu apportes une solution, tu apportes quoi? Donc, pour se positionner dans la société, il faut se positionner comme un apporteur de solutions. Et donc, c'est en quête de solutions, c'est en quête de besoin d'apporter quelque chose en plus à la société que je me suis positionné, quitté d'artiste à manager,
celui-là qui voulait apporter des solutions alternatives à la gestion de carrière artistique. Parce qu'il s'est dit, ah, il y a beaucoup de gars qui sont talentueux, mais n'ont pas forcément la capacité d'entrer dans plusieurs couloirs comme moi. Alors, en quoi est-ce que je peux les aider à y arriver? L'amour, l'altruisme, l'amour pour les gens, le désir de servir, c'est très important. Ouais. C'est très important. Non, mais je pense qu'on va arrêter le live là. Parce que il a tout dit en fait. Tu as tellement tout dit, je ne sais pas, je m'incline en fait, je m'incline plusieurs fois. Je suis admirative face à toute l'humilité, les bons conseils que tu viens de prodiguer. J'espère que beaucoup qui nous suivent vous allez bien l'entendre et tout. Mais vraiment, merci pour cette leçon, merci pour cette belle leçon. Non, mais donc, tu sais. Oui. Là, Oui, dis-moi. non, mais tu sais, en général, tu sais, on dit ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement les mots pour le dire arriver aisément. Ah oui, c'est sûr. Voilà, mais aussi, c'est dit, on doit toujours rappeler à la jeunesse africaine surtout que l'avenir, leur avenir, c'est ici. Parce qu'on a tout à construire, on a de belles choses. Les jeunes doivent avoir des modèles de réussite, des modèles de réussite qui leur ressemblent. Leurs modèles de réussite sont leurs voisins, leurs amis, leurs frères, leurs oncles. On a besoin d'une jeunesse positive, qui croit en elle. On a besoin d'une jeunesse qui rêve, parce qu'il y a un rêve africain qui existe. Tu connais le rêve africain? Le rêve africain, c'est que lorsque tu te lèves chez toi, tu sors, tu vas à l'école, chaque maison qui est construite jusqu'à ton point de chute, c'est une réalisation, c'est un rêve qui était possible par un voisin, par un ami, par une connaissance. Alors, c'est dit que si quelqu'un a pu, dans ton pays, construire un immeuble, c'est-à-dire que toi aussi, tu peux le faire. Oui. Donc, les jeunes aujourd'hui devraient avoir des modèles de réussite locaux qui leur ressemblent. Ne pas se baser sur des histoires, des contes et des mille et une nuits qui ne leur ressemblent pas, mais se dit qu'on est capable de pouvoir tropicaliser le rêve. On est capable de pouvoir se développer. On est capable de pouvoir apprendre, comprendre, développer et travailler ensemble. On a besoin d'être soudés. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée, Guinéens et Guinéennes, chers amis, frères et sœurs du continent. Je suis fan d'un frère, d'un ami guinéen qui s'appelle, il est très très beau, il s'appelle Jupiter Da Vibe. Ah, Jupiter. Oui. Jupiter est un modèle incroyable de réussite. Si je vous dis, je discute avec Jupiter, ça fait au moins 5 ans. J'ai vu un jeune qui vivait aux États-Unis, qui n'a pas attendu d'avoir un producteur ou d'avoir signé sur une major. J'ai vu un jeune, il y a 5 ans. C'est-à-dire que, en vous parlant de modèle de réussite, je m'adresse déjà à la jeunesse guinéenne qui nous écoute et aussi à la jeunesse africaine pour leur dire qu'on peut avoir des modèles de réussite chez soi. Donc, j'ai rencontré Jupiter il y a 5 ans. On discute sur Internet, on ne s'est jamais vu. Mais parce que je suis quelqu'un qui, pour moi, dans mon cercle d'amis, il faut avoir que des gens qui sont positifs, qui développent, qui travaillent, qui rêvent. Parce que le rêve est gratuit. Le rêve est gratuit. Ça ne coûte rien de rêver. C'est dire qu'un jour, je pourrais être X. Donc, s'attirer des ondes positives et travailler pour atteindre son objectif qui est X. C'est-à-dire que je rencontre Jupiter Da Vibe. Il me parle de ses projets de musique. Il me dit, ouais, voici ce que je souhaite être ou devenir. Tu vois un gars qui apprend, qui travaille, qui utilise les réseaux sociaux à bon escient pour se construire un carnet d'adresses. Il n'est pas sur Internet uniquement pour pouvoir diffuser des fake news comme les jeunes aiment le faire, ou pour draguer, ou pour envoyer des nudes à travers des réseaux. Non. Jupiter s'est construit un réseau. Il a travaillé, il a fait de la musique. Il a essayé de faire les choses. On s'est croisés à Paris en 2018. En 2018, il y a 2 ans, on était à Paris à un concert de Yemi Alade sans publicité. Il m'a dit, ta fils, je vais revenir en Guinée. Je vais t'inviter dans mon pays parce que j'estime que
je fais le tour du monde, mais il y a des choses à faire chez moi. Il y a des choses à faire chez moi. Et je dis, Jupiter, c'est vrai, la Guinée et tout, tu vas aller là-bas. C'est pour venir t'installer ou bien pour en vacances comme tout le monde est reparti. Parce que moi, personnellement, si tu as déjà une situation stable comme je vois aux États-Unis, pourquoi est-ce que rentrer en Guinée? Il m'a dit, je crois à mon pays, je crois en la jeunesse de mon pays, je crois à la capacité de pouvoir investir, d'être un modèle et de pouvoir se dire que c'est possible de faire des choses étant au pays. Un an plus tard, il me dit, je suis installé en Guinée. Dès que je suis posé, je t'invite chez moi. Tu vas voir qu'il y a de très belles choses à exploiter et à faire chez moi. Quelques mois après, il me dit, ta fils, je prépare un concert au stade. Il dit, oh. Non, mais arrête quoi. Tu es sérieux? Il dit que oui, parce que je crois. Et là, le fait de dire qu'il croit, ça a encore renforcé ma capacité à comprendre que les gens ont besoin de croire. Les gens ont besoin de foi. Les gens ont besoin de croire en eux. Les gens ont besoin de croire en ce qu'ils font. Se dire qu'il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas, mais restez focus sur ce que vous aimez. Se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire? C'est très important de se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ces questions comme ça, tu peux pouvoir se dire que oui, tiens, j'aime la musique, mais est-ce que je suis un bon chanteur? Si je ne suis pas un bon chanteur, mais que j'aime la musique, qu'est-ce que je peux apporter à la musique? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter à l'industrie? Ce n'est pas parce qu'en forçant de faire la musique que tu vas forcément devenir bon artiste. Tu peux apporter quelque chose à la musique ou à ton entourage étant ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et là, je me suis dit, tiens, Jupiter, ce mec, malgré la précarité et malgré l'industrie vivoltante et tout ça, le mec a réussi à croire en quelque chose. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de croire en quelque chose. Les jeunes ont besoin de croire en quelque chose, se dire que c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, je prends mon exemple dans mon pays. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui a été un des pionniers dans la production musicale au Cameroun. Mais je ne peux pas dire que dans le métier de manager, ma famille a intervenu encore que ce soit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui s'est dit, j'aime les gens. J'aime les gens. J'aime aider les gens. J'aime accompagner les gens. J'aime participer. Alors, je me dis, pourquoi pas? Et je me suis donné du temps pour travailler, pour construire. Et ça prend du temps. Disons aux jeunes que pour devenir manager, pour devenir producteur, il faut de la passion, de l'amour, de la patience. Il faut apprendre. Si tu aimes un domaine, si tu veux exercer dans un domaine et avoir une activité pérenne dans un domaine, il faut apprendre dans ce domaine-là. Tu veux connaître de la musique, tu veux être chanteur et tu n'écoutes pas d'autres artistes, c'est dangereux. Si tu veux être artiste, tu dois écouter la musique, tu dois écouter les conseils, tu dois écouter les aînés, tu dois avoir des modèles de réussite que tu dois suivre. Si tu veux être celui-là qui est un bon manager, tu dois apprendre en toute humilité à aller vers les aînés, écouter, accepter même de se faire humilier parce que la vie n'est pas du tout facile. On passe par des humiliations énormes, incroyables pour devenir ce qu'on veut ou de ce qu'on souhaite. Mais tout ça concourt à l'édification, à la formation, à la construction d'un homme. Donc, c'est ça, ce conseil que je voulais donner aux Guinéens et Guinéennes. On peut passer au sujet suivant. Je pense que tu as répondu aux 3 premières questions. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Justement, quel est ton regard sur l'industrie musicale en Afrique aujourd'hui? Alors, je pense que l'industrie musicale en Afrique aujourd'hui est divisée en 3, en termes de marché d'abord. Donc, l'Afrique, c'est quoi? C'est 1,2 milliard d'habitants. Et le marché le plus important est le marché anglophone. Et c'est le marché le plus lucratif. Parce qu'il faudrait aussi que les gens puissent savoir que quand on parle de marché de la musique, on parle d'abord des territoires de la musique. Lorsqu'on découpe le territoire, c'est en fonction de la langue qui est parlée. Parce que je dis toujours aux gens que même la langue qu'on parle
a un impact sur la manière dont on réfléchit. Donc, le marché en Afrique est divisé en trois. Le marché anglophone qui est le plus important. Ensuite, le marché francophone qui est environ de 350 millions d'habitants. Ensuite, le marché lusophone qui est le plus petit. Donc, qui concerne l'Angola, la Guinée équatoriale. Et donc, le marché de la musique est très développé dans les régions anglophones. Donc, sur le marché anglo-saxon de la musique. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés, même au niveau des politiques gouvernementales en matière de gestion, de promotion de la culture, ils sont plus adaptés. Il y a des infrastructures, il y a le marché en termes de consommation interne est plus important. Quand tu vois, par exemple, des marchés comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, les gens piratent moins la musique, les gens achètent des produits culturels. La culture est respectée d'une manière ou d'une autre, de façon, elle est mieux respectée. On a des stars qui signent des contrats de millions de dollars avec des marques. Donc, il y a un marché de consommation qui est fort. Tandis qu'en Afrique francophone, on a encore des problèmes basiques. Et c'est le même problème dans l'espace francophone en général. C'est-à-dire que on a encore à cette époque-là où on trouve que les artistes sont des griots, qui doivent chanter pour les politiciens, à la gloire des politiciens, qui n'ont pas le droit d'intervenir dans le débat public. On a encore des problèmes basiques en Afrique francophone où les artistes ne touchent pas le droit d'auteur. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie. C'est pire que la sorcellerie, c'est la magie. C'est-à-dire que lorsqu'on dit aux gens qu'un artiste n'arrive pas à toucher son droit d'auteur, je ne sais pas si les gens comprennent en fait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que durant des années, des gens travaillent, mais ils travaillent dans l'espace, dans l'air. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à toucher. Donc, ils investissent de l'argent, ils chantent, ils font leur travail, mais ils n'ont pas le droit de toucher leur salaire. Et ils doivent être contents à la télévision. Ils doivent être bien habillés. Ils doivent être dans des grosses voitures. Ils doivent être dans les villas. Ils doivent avoir les artifices de stars parce qu'on les compare à ceux venus d'ailleurs. Mais ils n'ont pas le droit de toucher ce qui leur revient de droit. C'est extraordinaire. Et c'est ça l'espace francophone où beaucoup d'artistes brillent, après disparaissent et ça n'inquiète personne. Beaucoup meurent dans l'indifférence et ça n'inquiète personne. C'est ça en fait la situation actuelle de la musique en Afrique francophone. La plupart des marchands ont les mêmes problèmes. Des problèmes de base, des problèmes de manger, de boire, de vivre décemment. Tu vois, on te dit que, hey, il y a un artiste là qui chauffait, qui faisait la une là, il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il devient? Personne ne sait. Non. Personne ne sait comment il vit. Personne ne sait s'il a déjà touché une seule fois ses droits d'auteur. Et ça n'inquiète personne. Et c'est dangereux. Donc, le milieu, dans l'espace lusophone, c'est un marché qui est divisé en deux parce que l'Angola est un peu plus développé dans ce secteur-là, tandis que la Guinée équatoriale, c'est encore compliqué. C'est très compliqué parce que même l'accès à Internet est compliqué dans le pays. Donc, trouver un artiste guinéen, même sur YouTube, c'est compliqué. Donc, pour ne pas dire que... donc, aujourd'hui, l'état des lieux en Afrique francophone, en Afrique, dans la musique, c'est quoi? C'est que il y a l'Afrique anglophone qui bénéficie d'un marché plus large, d'un marché de consommation plus intéressant, qui bénéficie des moyens plus colossaux et qui est accompagné, dont il y a un accompagnement politique et économique de la part du secteur privé. Tandis qu'il y a le marché francophone qui est encore à la traîne, qui a des besoins basiques de reconnaissance, comme au Cameroun, par exemple, le statut de l'artiste n'existe pas. Donc, être un artiste au Cameroun, c'est comme être un vendeur de beignets en route. C'est malheureusement le cas et c'est blessant. Et aujourd'hui, il est compliqué, autant qu'en Europe et à travers le monde. On sait que dans l'industrie du disque,
les ventes physiques ont dégringolé à travers le monde. Imaginons-nous dans nos pays en Afrique où la piraterie était à ciel ouvert, où les artistes eux-mêmes allaient vers les pirates pour dupliquer leurs CD afin d'envoyer le marché. Aujourd'hui, même cette piraterie-là n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on est quitté, on a tendance à tout digitaliser, à passer sur le digital et on est quitté du freemium au premium. Aujourd'hui, la musique gratuite qui s'est téléchargée ou s'écoutait gratuitement, aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont mises en place progressivement. Comme Dido et autres, je ne veux pas entrer dans la publicité parce qu'ils sont nombreux des plateformes qui le font, qui ont pris des initiatives de pouvoir donner de la visibilité à ces artistes-là à travers les plateformes. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'arrivée des majors en Afrique. On a vu Universal, il y a Sony, il y a d'autres qui arrivent. Il y a quelques jours encore, je pense hier ou avant-hier, on nous parlait de Def Jam Africa qui a signé Casper New West en Afrique du Sud et autres, et de nombreux autres artistes. Ça veut dire qu'en fait, il y a un marché qui est attractif. Il y a un potentiel économique. Il y a de la création artistique. Mais la question essentielle, c'est de savoir comment on doit se faire de l'argent. Ouais. Puis encore, en ce moment où on est confiné, on se dit, comment est-ce que vivent les artistes? Si 90% des revenus des artistes venaient du live, aujourd'hui, il y a le Covid-19, il y a les confinements et autres. Comment est-ce que ces artistes-là qui n'arrivent pas à toucher le droit d'auteur, qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à vendre les CD, ils font comment pour vivre? Quelles sont les politiques mises en place par nos gouvernements pour pouvoir assister ces artistes-là? Nous, par exemple, au Cameroun, c'est dommage que je le dise aujourd'hui, le ministre de la Culture n'a pas dit un mot depuis le début du confinement. Sachant que dans le pays, les artistes ne touchent pas le droit d'auteur. Ils font comment? Ils se suicident tous, ils marchent, ils grèvent, ils meurent. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est aussi appeler à plus de responsabilités de nos gouvernants, en se disant que les artistes, comme je le disais au début de mon propos, sont des demi-dieux. Ils sont c'est-à-dire que tu ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Même Dieu qui est au ciel, qui nous a créés, aime la musique. Pourquoi est-ce que le messager vers les yeux a besoin de souffrir sur terre? Est-ce que c'est normal? Pourquoi est-ce qu'on fait ça à nos artistes? Qu'est-ce qui manque à nos artistes? Est-ce que vous vous rendez compte que si les choses marchaient normalement, c'est que les artistes africains devaient être multimillionnaires de ouf. Ah oui, bien sûr. Parce que il y a de potentiel, leurs œuvres sont exploitées. Imagine-toi, tu sors de chez toi. Combien de maquis ou de bars jouent la musique à longueur de journée? Combien de radios ou de télévisions jouent le contenu local? Pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas des redevances liées à la diffusion de leurs œuvres? Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir toucher de l'argent? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre décemment? Après, lorsque un artiste va tomber malade, il va faire un SOS, on va dire ouais, quand tu avais du succès, pourquoi est-ce que tu n'avais pas nanana? Est-ce qu'il touche son argent? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça coûte de faire un clip, de faire une promo? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça coûte d'habiller un artiste? De pouvoir paraître, pour vous plaire, vous, public. C'est compliqué. Ouais. Tu vois, c'est très, très compliqué. Et ça, il faudrait que les gens apprennent et il faudrait que chacun puisse tirer les responsabilités de ce qui arrive aujourd'hui. La situation actuelle de la musique fait en sorte que les artistes sont au bord du suicide, du moins ceux qui ont décidé de vivre 100% de leur carrière ou de leur vie d'artiste. Les gars stressent. On va se dire que ouais, le stress, les chocs et tout ça, les pathologies liées au cerveau ou à l'esprit ne sont que des choses de blanc. Non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est pas vrai. Il y a des artistes qui paniquent, qui stressent. Comment il fait pour payer sa facture, son loyer, son eau, son électricité? Est-ce qu'il vous a dit qu'il voudrait manger? Il sait faire un métier, il sait chanter, il sait jouer de la musique. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vivre de son art? Qu'est-ce qui est fait pour le protéger en cas de problème?
Tu vois? Est-ce qu'on doit motiver nos artistes à être des candidats vers l'exil, vers la mer? Qu'est-ce qui est donc fait pour protéger leur corporation au niveau local? Et c'est donc le rôle du manager, défendre les intérêts de son artiste. Tu dis non, mon artiste doit vivre. Mon artiste connaît un métier. Mon artiste n'est pas un mendiant. Il a juste besoin qu'on le respecte, qu'on respecte son art, qu'on respecte son travail. Parce que chanter, c'est un métier, c'est un travail. Et un travail a besoin d'être rémunéré à la hauteur. On est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça la situation actuelle aujourd'hui où il y a le Covid-19. Avant le Covid-19, il y avait le paludisme, il y avait Ebola, il y avait tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, les artistes font des lives, des e-concerts, ils font des vidéos de sensibilisation. Mais qui pense à eux? Ils utilisent leurs audiences pour pouvoir échanger, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir toucher les cœurs. Lorsqu'on est amoureux, c'est en musique. Lorsqu'on est en pleurs, c'est en musique. Lorsqu'on veut réfléchir, méditer, c'est en musique. Mais lorsque l'artiste pleure, qui le console? Qui est à côté? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. C'est ça la situation actuelle de la musique en Afrique. Alors, là, on va parler de Nuevo Mundo Africa. Ouais. Alors, comment vous arrivez au sein de l'entreprise à vous démarquer, en fait, à faire connaître vos artistes, à les valoriser? Comment vous y prenez? Alors, disons qu'en 2015, j'ai lancé un concept qui s'appelait Yaoundé Fever. C'était lorsque j'ai décidé de me lancer, d'être mon propre patron. Vu que je n'ai jamais forcément aimé être travailler pour des gens parce que parfois tu veux faire des choses bien, mais les gens parfois ne comprennent pas en fait où tu veux en venir, tu vois. Alors, on se dit que pourquoi ne pas apporter des solutions à sa manière? Donc, c'est ça, en fait, ça qui m'a motivé à créer ma société en 2015 qui s'appelle Nouveau Mundo Africa, qui fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, sur le sujet direct, apporter des solutions. Moi, je suis là qui pense que, au lieu de se plaindre, on a le devoir d'être les solutionneurs, d'être une partie de la solution ou une solution, au lieu de se plaindre. Alors, donc, Nouveau Mundo naît du besoin d'apporter des solutions à des problèmes qui existent. C'est-à-dire que, on se dit, au Cameroun, si un jeune, un samedi, veut sortir pour aller se divertir, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les solutions, quelles sont les offres en matière de divertissement qui existent au pays? Il n'y en avait pas vraiment. Il n'y avait même pas de salle de cinéma du tout en 2015. Oui. C'est les canaux Olympia qui arrivent 1 ou 2 ans après, tu vois. Alors, je me dis, il faudrait que j'apporte des solutions. Alors, ma solution, c'était quoi? C'était de se dire qu'il y a des jeunes qui aimeraient expérimenter la boîte de nuit, mais ne pas forcément sortir tard la nuit. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser des soirées de boîte de nuit de 15h à 21h chaque samedi? Pour pouvoir voilà, organiser des soirées de boîte de nuit en journée et avec de la boisson non alcoolisée pour mineurs. Tu vois? Alors, donc, c'était une offre où on ne vendait pas d'alcool et on réunissait tous les jeunes de Yaoundé de 15h à 21h chaque samedi. D'une ambiance de folie, c'était très cool. Et c'est comme ça que la société est née. Et vu que j'étais déjà manager, de fil en aiguille, je me suis mis à signer de nouveaux artistes, à organiser des événements. Et à chaque fois, c'était toujours pour pouvoir résoudre un problème qui existait déjà. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça que la société s'est mise à grandir. 1 an, 2 ans. Je vais vous dire une chose. Être entrepreneur n'est pas facile. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, les gens doivent savoir que tu peux être ton propre patron sans même avoir de bureau, sans avoir de gros fauteuils, sans avoir des locaux. Parce que tout ça, c'est du bling-bling qui coûte cher et qui peuvent pousser ton entreprise à la ruine. Ne jamais avoir honte de lancer ton business, même si tu es même seul, il n'y a pas de souci. Tu te bats d'abord. J'ai fait 3-4 ans sans bureau.
la société était dans le sac. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se dire aux gens qu'aujourd'hui, s'ils voient Nuevo Mundo à des bureaux, à du personnel, à des gens qui travaillent, il faut que les gens sachent qu'on ne se construit pas en un jour. Tu peux te battre, travailler, développer les concepts de ta tête, réunir des équipes, louer des salles et te construire de façon progressive. Parce que le but de la manœuvre, ce n'est pas de tomber du jour au lendemain. C'est de pouvoir apprendre des process. Que chaque marche d'escalier que tu montes te permet de pouvoir garantir ta place pour le lendemain. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, Nuevo Mundo fait dans la production musicale. Nous avons 5 artistes en production. Dans le management des artistes, nous avons 2 artistes en management. Dans le développement de carrière, nous avons 2 artistes en développement de carrière. En développement, c'est à mi-chemin entre le management et la production. Et nous avons une centaine d'artistes en distribution digitale. Nuevo Mundo aujourd'hui a un partenariat avec Believe Digital. Believe qui est le leader mondial de distribution des artistes et labels indépendants. Donc Nuevo Mundo aujourd'hui distribue de la musique camerounaise et internationale. Nous positionnons aujourd'hui comme étant le leader du marché de la distribution digitale. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis distributeur, agrégateur chez Believe. Pourquoi? Parce que il y a un problème qui s'est posé. Les gens voulaient mettre leur son sur iTunes, Deezer, Spotify, qu'on puisse chasamer la chanson, être dans le mood, être dans la vibe, que ouais, je suis iTunes, frère, ouais, tu vois. Mais les gars ne savaient pas comment le faire. Et ceux qui y étaient, en général, mystifiaient la possibilité de se mettre sur des plateformes. Aujourd'hui, on propose à certains artistes de les distribuer gratuitement. On dit, envoie ton contenu, voici ce que tu l'as fait, et puis basta, tu es en ligne, tu touches tes royalties au calme, tu vois. On se dit qu'il faudrait apporter des solutions. Toujours. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, les activités de l'entreprise ont grossi, le chiffre d'affaires aussi a suivi, parce qu'on s'est positionné comme étant des solutionneurs, ceux-là qui apportent une solution à des problèmes. À chaque fois qu'on trouve un problème lié dans la culture, on doit apporter une solution. On s'est dit, certains artistes se disent que ouais, on ne m'invite pas, nanani, nanana, nanana. Je dis non, on n'a pas besoin d'être invité. Si on ne t'invite pas, organise ton propre concert. Jusqu'à ce que les autres vont voir que non, en fait, même si on ne l'invite pas, lui là seul, il arrive à remplir des salles. Donc, on a intérêt de composer avec lui. Si on ne t'invite pas, organise ton événement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas l'argent pour organiser ton événement, trouve des gens qui croient en toi pour travailler sur ton projet. C'est comme ça. Tu vois? Et moi, quand je parle, je prêche toujours par exemple. C'est-à-dire que je produis un artiste qui s'appelle Sissoul. Sissoul, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est finaliste du prix découverte RFI 2019. Là. Il est vainqueur du prix découverte que 2019. Je le produis depuis 2 ans. Et on gère sa direction artistique, son management aussi. Ce mec, c'est-à-dire qu'il fait de la musique world, de la new soul. Et ce n'est pas forcément de la musique d'ambiance qui passe sur des chaînes câblées, qui passe dans les bars ou des boîtes de nuit. On dit que si on n'arrive pas à te booker, on va faire nous-mêmes tes propres concerts. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Parce que on dit c'est l'offre qui crée sa propre demande. Tant que tu n'offres pas quelque chose, tu ne sais pas qui peut acheter. Tu vois, c'est les principes de base en économie. Donc, on se dit qu'on va organiser ses propres concerts.